L'odeur du fer et des corps non lavés imprégnait la cellule de pierre humide. Vous pensez que la guillotine fut sa fin ? Non. Son exécution commença des mois avant que la lame ne tombe, dans les ombres, où même Dieu refusait de regarder. Il ne voulait modeler pas seulement sa tête, il voulait effacer l'âme même de la femme qui fut autrefois une reine. Si vous croyez que le monde mérite de connaître le coût d'une telle justice, continuez à regarder et partager cette vérité. Le ciel de Paris, en octobre 1793, avait la couleur d'un poumon meurtri, lourd d'une bruine froide et incessante qui charriait les immondices des rues dans la Seine montante. La ville ne chantait pas, elle grondait de la faim de la guillotine, et l'air charriait une saveur métallique, un mélange de pierre mouillée et de l'odeur persistante du fer de la lame du bourreau. Sous la surface de la capitale animée et sanguinaire, la forteresse de la conciergerie se dressait comme une dent rocheuse déchiquetée, ses murs suintant le salpêtre et le poudoum sombre et rythmique de la rivière à l'extérieur. Rosalie la Morlière, une jeune femme aux yeux fatigués et aux mains rêches par la lessive, franchit les portes cloutées de fer. C'était une simple servante, un visage perdu dans la foule de la Révolution, chargée d'une tâche qui faisait battre son cœur contre ses côtes comme un oiseau en cage. Elle portait un plateau avec une seule bougie vacillante et un bol de bouillie mince et aqueuse, son souffle s'épanouissant dans l'air glacial tandis qu'elle suivait le lourd et rythmique bruit de pas d'un garde. Gilbert, le garde révolutionnaire qui la guidait, était un homme fait d'angles vifs et de ressentiments endurcis. Son uniforme était taché et il portait une pique comme si c'était une extension de sa propre malice. Il ne regarda pas Rosalie. Pour lui, elle était aussi invisible que les rats qui couraient dans l'ombre. « Cellule 12 » cracha Gilberte, ses mots frappant le sol humide comme des pierres. Il enfonça une énorme clé de fer dans la serrure, le grincement du métal sur le métal résonnant dans le couloir voûté. Un son connu de beaucoup, comme la dernière note de leur vie terrestre. Alors que la porte s'ouvrait en gémissant, l'odeur frappa Rosalie en premier. C'était un cocktail suffocant, de pourriture, d'eau de rivière stagnante et de la misère non lavée de centaines de personnes qui étaient prêtes à passer par cette antichambre de la mort. La pièce mesurait à peine 3 mètres carrés, un tombeau de moisissures noires et de pierres suintantes. L'eau s'infiltrait par les fissures du sol, formant des flaques autour des pieds d'un étroit lit de fer. Dans un coin, assise sur une fragile chaise en bois qui semblait prête à se briser, se trouvait une ombre. Rosalie hésita, sa bougie projetant de longs doigts de lumière tremblant à travers la cellule. Elle s'attendait à voir un monstre. Les pamphlets révolutionnaires avaient décrit une veuve capée qui était une sorcière dépravée, une créature d'or et de cupidité qui buvait le sang des pauvres. Mais lorsque la lumière atteignit la figure, la main de Rosalie trembla si violemment que la bouillie faillit se renverser. La femme était squelettique. Sa robe, autrefois un vêtement de soie fine, n'était plus qu'un chiffon déchiré d'un noir de deuil, taché de la crasse de la prison et du sel de ses propres larmes. Sa peau n'était pas la porcelaine des portraits que Rosalie avait vus dans les vitrines. Elle avait la couleur d'un vieux parchemin translucide étendu sur des pommettes creuses. Ses yeux étaient enfoncés, fixant une distance moyenne où aucune lumière ne pouvait atteindre. « Votre repas » aboya Gilberte, sa voix dénuée de tout fragment d'humanité. Il s'adossa à l'encadrement de la porte, ses yeux fixés sur la prisonnière avec un ennui prédateur. La femme ne bougea pas d'abord. Puis, avec une grâce lente et agonisante qui semblait appartenir à un autre monde, elle tourna la tête. Ses cheveux, qui auraient tendu être une couronne d'or poudrée, étaient pourtant un nid emmêlé de gris et de blanc, tombant en touffes sur ses épaules fines, la manifestation physique d'une âme démantelée, pièce par pièce. Rosalie s'approcha, son regard tombant sur les mains de la femme. Elle tremblait, Chanson, les doigts longs et élégants, mais terminés par des ongles cassés. Alors que Rosalie posait le plateau sur le lit humide, ses yeux rencontrèrent ceux de la prisonnière. Pendant un battement de cœur, la frénésie révolutionnaire des rues extérieures disparut. Il n'y avait pas de veuve capée, il n'y avait pas de monstre. Il n'y avait qu'une femme, une mère, un être humain qui avait été systématiquement effacé. La prisonnière regarda la bouillie, puis Rosalie. Un fantôme de sourire, obsédant et tragique, toucha ses lèvres gercées. « Merci mon enfant » murmura-t-elle. Sa voix était ténue, comme le vent sifflant dans un cimetière, mais elle possédait un raffinement mélodique qu'aucune quantité de saleté ne pouvait ensevelir. À ce moment-là, la réalisation submergea Rosalie avec la force d'un raz-de-marée. Cette créature brisée
assise dans une flaque d'eau de rivière tandis que les rats grattaient à les coins de sa cellule, était la femme devant laquelle les rois s'étaient autrefois inclinés. C'était le cœur de Versailles. C'était la femme la plus puissante d'Europe, maintenant réduite à la prisonnière numéro 280. Rosalie sentit un sanglot lui serrer la gorge. Elle regarda les 2 gardes armés se tenant dans l'ombre, leurs yeux ne quittant jamais la reine, documentant chacun de ses souffles comme si elle était un animal en cage. L'horreur n'était pas la mort qui l'attendait à la guillotine, mais le vol lent et méthodique de sa dignité qui se produisait en ce moment même, dans le silence de la cellule 12. Alors que Rosalie reculait de la cellule, la lourde porte commença à se refermer. La dernière chose qu'elle vit fut les yeux creux de la reine se tournant vers la fenêtre à barreaux, en hauteur, où le ciel gris de Paris n'offrait aucun espoir, seulement la froide promesse de la lame. L'humidité de la conciergerie n'était pas un intrus silencieux, c'était une présence rythmique et suffocante qui pulsait avec la marée montante de la Seine. À l'intérieur de la cellule 12, l'air était épais de l'odeur de pierres calcaires mouillées et de la fumée âcre d'une seule bougie vacillante qui luttait pour repousser les ombres envahissantes. Pour Marie-Antoinette, autrefois le soleil autour duquel tournait le monde de Versailles, le concept même de espace s'était réduit à 3 mètres carrés de pierres suintantes. Mais les murs n'étaient pas sa seule prison, les regards étaient de sa véritable cage. À sa gauche, assise sur un banc de bois boulonné au sol, se trouvaient les 2 ombres qui ne dormaient jamais. Dufresne, un homme au visage comme du fer piqué et aux yeux qui gardaient la froide neutralité d'un boucher, aiguisait une petite lame sur une pierre à aiguiser. Le son métallique de chink-chink était l'horloge à laquelle Marie mesurait désormais sa vie. À côté de lui était assis Barracine, plus jeune mais plus creux, un homme dont la ferveur révolutionnaire s'était depuis longtemps aigrie en un ennui cruel et voyeuriste. Il ne se contentait pas de la regarder. Il l'étudiait comme on pourrait étudier un insecte mourant épinglé sur une planche. Le décret du tribunal révolutionnaire était absolu. La prisonnière 280 devait être sous surveillance constante, 24 heures sur 24. Il n'y avait pas de portes à fermer, pas de rideaux à tirer et pas de coin où le regard de la République ne pouvait pas atteindre. Chaque souffle qu'elle prenait, chaque frisson involontaire qui secouait sa silhouette mince et chaque moment intime de nécessité humaine était enregistré dans leur registre comme un triomphe de la justice populaire. C'était la destruction systématique de l'âme, un démantèlement psychologique conçu pour s'assurer qu'au moment où elle atteindrait l'échafaud, il ne resterait rien de la reine qu'une coquille brisée et vide. Rosalie entra de nouveau dans la cellule, son cœur se serrant en voyant la reine blottie au bord du lit de fer. Les mains de Marie tâtonnaient les attaches de son corsage noir. L'humidité s'était infiltrée dans ses os et ses vêtements étaient là lourds de l'humidité stagnante de la cellule. Elle regarda Rosalie, ses yeux suppliants, non pas pour de la nourriture ni pour une issue, mais pour un seul instant de dignité. « La reine, la prisonnière a besoin de se changer », murmura Rosalie, sa voix tremblante en s'adressant aux gardes. Dufresne ne leva même pas les yeux de sa pierre à aiguiser. La loi ne reconnaît pas les besoins, jeune fille. Elle reconnaît la sécurité. Nous ne quittons pas l'Autrichienne des yeux. Pas une seconde. Le visage de Marie se colora d'un rouge cramoisi profond et douloureux, le dernier vestige de son sang royal s'élevant en protestation. D'une main tremblante, elle attrapa un morceau de toile déchiré et mité que Rosalie avait réussi à introduire plus tôt, destiné à être drapé sur une corde comme un écran improvisé. C'était une chose pathétique et fragile, mais pour Marie, c'était la dernière frontière de son empire. Alors que Rosalie l'aidait à se lever, les jambes de Marie fléchirent. La reine s'appuya lourdement sur la servante, son souffle venant par halètements saccadés. Avec une lenteur agonisante, elles commencèrent à attacher la corde. Marie se posta derrière le mince tissu, sa silhouette se découpant grande et tremblante sur le mur moisi à la lumière de la bougie. Barracin se leva, sa chaise racla le sol de pierre avec un bruit de cri. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix tranchant l'air lourd. « La dissimulation et c'est l'outil des traîtres. »« Ce n'est que pour un instant » s'écria Rosalie, s'interposant entre le garde et l'écran. « N'avez-vous pas de mère, Partzvi ? Pas de sœur ? C'est une femme, monsieur. »« C'est une prisonnière » siffla Barracin. Il s'avança, sa main tendue comme une serre. Derrière l'écran, Marie luttait. Ses doigts, raidis par le froid et affaiblis par la perte constante de sang due à sa maladie, ne parvenaient pas à manipuler les lacets. Elle était exposée, à moitié vêtue dans l'obscurité glaciale,
serrant le tissu déchiré contre sa poitrine. D'un coup violent, Barassin saisit le haut de l'écran de toile. « Non entra. Ah non !» La voix de Marie était un sanglot étranglé, un son qui portait le poids de 1000 ans de majesté déchue. Le garde arracha l'écran, la corde se cassa, le son résonnant comme un coup de pistolet dans la petite cellule. Le tissu tomba dans la flaque d'eau de rivière sur le sol, devenant instantanément gris et détrempé. Marie-Antoinette resta figée, le dos pressé contre le mur de pierre suintante. Ses épaules minces et tenues, sa peau translucide dans la lumière crue. Elle essaya de se couvrir avec ses bras, la tête baissée, ses cheveux gris tombant en avant comme un voile de honte. Barassin rit, un son sec et rauque qui ne contenait aucune joie. « Vous voyez, Dufresne, pas de poignard, juste une vieille femme flétrie. Où est votre or maintenant, Majesté? Où est votre trône ?» Dufresne ne rit pas, mais il ne détourna pas le regard non plus. Il continua simplement son registre, notant l'heure, 10 heures. La prisonnière a tenté de se cacher. Surveillance maintenue. Rosalie s'avança, jetant son propre châle sur les épaules de la reine, la protégeant des regards prédateurs. Elle sentit le corps de Marie trembler, non pas de froid, mais d'une humiliation profonde qui brisait l'âme. La reine ne cria pas, elle ne se déchaîna pas. Elle s'agenouilla simplement sur le sol froid, son front reposant contre la pierre humide. À ce moment-là, la couronne avait vraiment disparu. Les révolutionnaires avaient réalisé que pour tuer une reine, ils n'avaient pas besoin d'une lame. Ils n'avaient qu'à lui refuser le droit d'être une femme dans l'obscurité. Alors que les gardes reprenaient en leur position, leurs yeux fixés une fois de plus sur leur proie, le seul son dans la cellule était le chink-chink rythmique de la pierre à aiguiser et les pleurs doux et brisés d'une femme qui avait finalement été dépouillée de tout sauf de son souffle. L'obscurité de la conciergerie n'était jamais vraiment noire. C'était un gris, lourd et contusionné qui semblait peser sur les poumons. À mesure que l'automne s'approfondissait, l'humidité montant de la Seine devenait une brume glaciale qui s'accrochait au mur de pierre de la cellule 12 comme un linceul. Marie-Antoinette était recroquevillée sur son étroit lit de fer, son corps une carte de douleurs irradiantes. C'était une chaleur vive et lancinante dans son abdomen, une déchirure incessante qui donnait l'impression que la révolution n'était pas seulement en dehors de ses murs, mais à l'intérieur même de son ventre, la démantelant de l'intérieur. Chaque mouvement était un pari contre une nouvelle vague d'agonie. Elle souffrait d'un cancer de l'utérus avancé, bien que le mot lui fût inconnu. Elle ne le connaissait que comme la grande maladie qui transformait ses jours en un flou de fièvre et ses nuits en une épreuve de sang. Les hémorragies étaient constantes maintenant. C'était un voleur silencieux et cramoisi qui dérobait le reste de ses forces, laissant sa peau de la couleur du lait caillé. Dans les couloirs, les médecins révolutionnaires, des hommes comme le docteur Thierry, un homme à l'indifférence clinique et au cœur durci par le zèle politique, rejetaient son état avec un ricanement. Pour eux, elle n'était pas une patiente, elle était un gaspillage des ressources de la République. Thierry croyait que autrichienne simulait simplement ses mots pour susciter la sympathie ou retarder l'inévitable. Il arpentait les couloirs avec un sac en cuir qui sentait le vinaigre et le vieux sang, offrant des teintures aux gardes mais ne mettant jamais les pieds dans la cellule 12 pour examiner la femme qui se vidait lentement de son sang. Rosalie entra dans la cellule à l'heure où la ville au-dessus était silencieuse, à l'exception du cri lointain et rythmique du veilleur de nuit. Les deux gardes, Dufresne et Barassin, s'étaient là lassés de l'immobilité de leur proie et s'étaient affalés dans un lourd sommeil parfumé au whisky à leur poste. La seule bougie sur le sol avait brûlé jusqu'à la souche, sa flamme dansant sauvagement dans le courant d'air. Rosalie s'approcha du lit, le cœur brisé à la vue du visage de la reine, marqué de lignes de douleur qu'aucune couronne ne pourrait jamais cacher. L'odeur de cuivre était épaisse dans l'air stagnant. La chemise de lin de Marie était ruinée, trempée des preuves de son corps défaillant. « J'ai apporté du linge propre, madame », murmura Rosalie, sa voix à peine un souffle. Marie ouvrit les yeux. Ils étaient creusés par la souffrance, mais ils vacillaient d'une gratitude désespérée et momentanée. Avec l'aide de Rosalie, elle réussit à s'asseoir, un gémissement sourd s'échappant de ses lèvres, tandis que le mouvement déclenchait un nouveau spasme de douleur. C'était une femme autrefois assistée par une douzaine de dames d'honneur, dont le rituel matinal était une danse chorégraphiée de soie et de parfum.
Maintenant, sa survie la plus intime dépendait du courage d'une servante et d'un seau d'eau froide et saumâtre. Rosalie travailla avec une efficacité frénétique et silencieuse. Elle tira une bassine de sous le lit et commença la tâche sinistre de nettoyer les bandes de tissu tachées de sang qui servaient de seule protection à Marie. Il n'y avait pas de service de blanchisserie propre dans l'antichambre de la mort. Il n'y avait que le travail secret d'une jeune fille qui refusait de laisser un être humain pourrir dans sa propre misère. Alors que Rosalie plongeait les linges dans l'eau, le liquide clair devint d'un rouge foncé et trouble. Elle frotta les taches sous la faible lumière de la bougie, ses doigts s'engourdissant dans l'eau glacée. Chaque éclaboussure semblait un coup de tonnerre dans le silence de la cellule. Elle leva les yeux et vit Marie la regarder. Une seule larme s'échappa de l'œil de la reine, traçant un chemin à travers la crasse sur sa joue. « Je suis si désolée, Rosalie, » murmura Marie, sa voix se brisant, « que vous deviez voir ceci, que vous deviez toucher cette souillure. » Rosalie secoua la tête, séparant sa propre vision se brouillant. « Ce n'est pas une souillure, madame, c'est votre vie, et ils ne vous prendront pas votre dignité tant que j'aurai un souffle. » Le point culminant de la nuit survint dans un moment de vulnérabilité partagée et déchirante. Alors que Rosalie essorait un lourd bandage, l'odeur métallique et le poids de la souffrance de la reine semblèrent abolir la distance entre elles. Elles n'étaient plus reines et servantes, elles étaient deux femmes piégées dans un monde qui les haïssait toutes les deux, l'une pour sa couronne, l'autre pour sa compassion. Marie tendit la main et prit la main mouillée et froide de Rosalie. La reine commença à sangloter. Non pas des lamentations bruyantes et théâtrales, mais un tremblement saccadé et silencieux qui secouait sa poitrine fragile. Rosalie tira la reine vers elle, berçant la tête de Marie contre son épaule. Elles restèrent trancées là, au bord du lit de fer, blotties l'une contre l'autre dans la lumière vacillante, pleurant dans un silence si profond qu'il ressemblait à une prière. Dehors, les gardes remuaient dans leur sommeil, mais à l'intérieur du cercle de lumière de la bougie, pendant quelques précieuses minutes, les bandages déchirés et l'odeur de sang se transformèrent en un témoignage d'endurance. La République pouvait lui prendre ses palais, ses enfants et son intimité, mais tandis que Rosalie frottait le sang du tissu, elle réalisa qu'il ne pourrait jamais vraiment effacer l'humanité qui saignait d'un cœur brisé. L'aube du 14 octobre 1793 n'apporta pas de lumière à la conciergerie. Elle apporta un brouillard froid et suffocant qui sentait la cendre humide. Marie-Antoinette fut conduite hors de sa cellule, son corps tremblant non pas de peur, mais du simple effort de se tenir debout. L'hémorragie de la nuit précédente l'avait rendue étourdie, sa vision se brouillant sur les bords. Elle n'était plus seulement une prisonnière, elle était un fantôme traîné vers un théâtre de cruauté. La salle d'audience du tribunal révolutionnaire était un espace caverneux empli de l'odeur des corps non lavés et de la chaleur prédatrice d'une foule avide de châtiments. En haut du banc siégeait Hermann, le président du tribunal, un homme au visage masqué d'une pierre rigide et inflexible. À ses côtés se trouvait Antoine Quentin Fouquier-Tinville, le procureur public, un homme aux doigts tachés d'encre et à la voix comme le grincement d'engrenages rouillés. Il ne cherchait pas la justice, il cherchait une moisson de têtes. Fouquier-Tinville feuilleta ses papiers, ses yeux brillants d'une intention malveillante qui dépassait l'idéologie politique. Il commença par les accusations attendues. Conspiration, trahison, épuisement du trésor national. Mais à mesure que les heures s'écoulaient, l'air dans la pièce s'épaissit d'un nouveau poison plus sombre. Il se pencha en avant, sa voix tombant à un sifflement théâtral et conspirateur. « Maïda, nous avons un témoignage, » annonça-t-il, « du jeune Louis-Charles, l'ancien dauphin. » La pièce devint silencieuse. Marie sentit une lame froide de terreur lui transpercer la poitrine. Elle savait ce qu'ils avaient fait. Elle avait pris son fils, un garçon de 8 ans, et l'avait enfermé dans une pièce sombre avec Antoine Simon, un cordonnier devenu geôlier avec un penchant pour le gin et la brutalité. Simon était un homme qui voyait le garçon non pas comme un enfant, mais comme une mauvaise herbe royale à écraser. Il avait passé des semaines à abreuver le garçon d'alcool, à le priver de sommeil et à lui murmurer des terreurs à l'oreille jusqu'à ce que l'enfant signe n'importe quoi juste pour que l'obscurité s'arrête. Le garçon, poursuivit Fouquier-Tinville, a avoué des actes d'indécence, des actes initiés par sa propre mère. L'accusation plana dans l'air comme une brume fétide. C'était un mensonge si grotesque, si méticuleusement conçu pour incinérer le dernier fragment de dignité d'une femme qu'il stupéfia momentanément même la foule moqueuse. C'était l'arme ultime de la Révolution.
la manipulation de l'innocence d'un enfant pour détruire l'âme de sa mère. Ils ne tuaient pas seulement son corps, ils empoisonnaient ainsi son héritage de mère. Marie resta immobile. Sa tête était baissée, ses cheveux gris tombant sur son visage creux. Elle ne répondit pas. Le silence s'étira jusqu'à devenir insupportable. « Pourquoi ne répondez-vous pas » demanda Hermann depuis le banc, sa voix résonnant sur la pierre froide. Le témoin a parlé. N'avez-vous rien à dire à une accusation aussi monstrueuse ? Marie-Antoinette leva lentement la tête. Pour la première fois depuis des mois, l'épuisement sembla disparaître de ses yeux, remplacé par une étincelle d'agonie maternelle brûlante, d'un blanc éclatant. Elle ne regarda pas les juges. Elle ne regarda pas le procureur. Elle tourna son regard vers les galeries où les femmes de Paris, les marchandes des marchés, les mères, les sœurs venues la voir mourir, étaient assises. « Je n'ai pas répondu », commença-t-elle, sa voix basse mais portant jusqu'au fond de la salle, parce que la nature elle-même refuse de répondre à une telle accusation portée contre une mère. Elle fit un pas en avant, ses mains serrant la balustrade du banc des accusés si fort que ses phalanges blanchirent. « J'en appelle à toutes les mères qui peuvent être ici. » Sa voix s'éleva, se brisant avec une puissance brute et primale qui transperça le vitriol révolutionnaire comme un éclair. « Y en a-t-il une parmi vous qui pourrait croire à une telle abomination ? Je vous le demande, en tant que mère, un tel crime est-il même possible ?» L'effet fut instantané. Un silence profond, sépulcral, s'abattit sur la salle d'audience. Les moqueries cessèrent. Les femmes dans la galerie, dont beaucoup avaient passé des années à maudire son nom, détournèrent soudain le regard, certaines serrant leur propre poitrine, d'autres essuyant des larmes de leurs yeux. En ce seul battement de cœur désespéré, le monstre autrichien avait disparu, et il ne restait plus que le cœur brisé d'une mère. Même Fouquier-Tinville hésita, ses paupières flottant dans sa main. Il s'attendait à ce qu'une reine plaide pour sa vie. Il ne s'attendait pas à ce qu'une femme se batte pour son honneur avec la force d'une lionne mourante. Mais la machinerie de la Révolution était indifférente à la vérité du cœur. Hermann frappa rapidement son marteau, le coup de bois brisant le fragile moment d'humanité. « Silence !» rugit-il, bien que la pièce fût déjà silencieuse. « Le procès va se poursuivre. » Alors que Marie était ramenée vers l'ombre, ses forces épuisées, elle vit Rosalie debout près de la sortie, le visage mouillé de larmes. La victoire de la reine était petite et éphémère, une lueur dans un ouragan de sang. Elle avait sauvé son honneur aux yeux des mères de France, mais elle en connaissait le prix. En défendant son âme, elle n'avait fait qu'aiguiser la lame qui l'attendait au cou. Le procès ne s'était pas terminé avec le verdict. Il s'était terminé avec le silence des mères, un silence qui suivit Marie-Antoinette jusqu'aux entrailles de l'Ancre de la conciergerie. Au moment où les lourdes portes de fer de la cellule 12 se refermèrent en grinçant, la bougie n'était plus qu'une flaque de cire froide. La reine s'affaissa sur le bord de son lit, sa colonne vertébrale courbée comme une vigne mourante. L'agression psychologique de la journée, l'accusation qui avait frappé la racine même de sa maternité, avait accompli ce que des mois d'humidité et de faim n'avaient pu faire. Elle avait finalement brisé l'horloge interne qui maintenait son âme attachée à son corps. En dehors des murs de la prison, la ville de Paris se régalait d'un autre genre d'image. Jacques-René Hébert, un journaliste radical au visage buriné par le cynisme et à la plume trempée dans l'acide, supervisait l'impression tardive du père Duchesne. Il se tenait dans un bureau encombré sentant l'encre et le tabac bon marché, observant les presses cracher des caricatures de la louve autrichienne. Dans ses dessins, Marie n'était pas une femme, mais une sorcière grotesque au nez crochu avec des serres à la place des mains, serrant les os des pauvres. Hébert savait que pour que la Révolution réussisse, le peuple ne devait jamais voir la femme tremblante et saignante dans la cellule, il ne devait voir que le monstre qu'on leur avait dit de haïr. Pendant que l'encre était encore fraîche sur ses mensonges, Rosalie entra dans la cellule avec une bassine d'eau chaude qu'elle avait mendiée à la cuisine. La lumière de sa lanterne tomba sur la reine et Rosalie faillit laisser tomber la bassine. En l'espace d'une seule nuit, le dernier vestige de la femme qui avait enchanté l'Europe avait disparu. Les cheveux de Marie, qui s'étaient poncts et parsemés de gris pendant sa captivité, étaient devenus d'un blanc éclatant et fantomatique. Ce n'était pas le blanc digne d'une vieillesse paisible, c'était la couleur blanchie de l'os, cassante et sans vie. Alors que Marie tournait la tête, de grandes touffes de cheveux tombèrent, flottant sur le sol humide comme des pétales tombés lors d'un gel hivernal. « Madame » murmura Rosalie, la voix lourde d'horreur. Marie ne la regarda pas. Elle fixait le mur, les yeux grands ouverts et vitreux,
reflétant un monde que Rosalie ne pouvait voir. « Les couleurs sont parties, Roserar, aussi Rosalie », murmura la reine, sa voix un râle creux. Je rêvais des soipis bleus d'Éleva de Trianon. Maintenant, tout était blanc, comme le linceul qu'il me prépare. Rosalie s'assit derrière elle, prenant un petit peigne en bois. Alors qu'elle commençait à le passer dans la masse emmêlée et neigeuse, d'autres cheveux se détachaient dans les dents du peigne. Le cuir chevelu de Marie était pâle et translucide, sillonné de veines bleues. Les mains de Rosalie tremblaient, elle s'attendait à ce que Marie tressaille, crie au tiraillement des nœuds ou pleure la perte de sa beauté autrefois célèbre. Mais il n'y eut rien. Marie-Antoinette restait immobile comme une statue de marbre dans un jardin oublié. Son corps, qui avait été torturé par les vives agonies de sa maladie quelques heures auparavant, semblait donc s'être retiré dans un engourdissement profond et terrifiant. Le point culminant de la nuit survint lorsque Rosalie rencontra un nœud particulièrement tenace près du cou de la reine. Dans sa hâte et sa détresse, le peigne glissa, ses dents aiguisées raclant profondément la peau de Marie. Une fine ligne rouge apparut sur la chair pâle. Rosalie haleta, laissant tomber le peigne. « Oh, madame, je suis si désolée, je vous ai fait mal !» s'écria Rosalie, tendant la main pour étancher le sang. Marie leva lentement une main à son cou, touchant la blessure. Elle regarda son bout de doigt, taché de son propre sang cramoisi, puis regarda Rosalie avec un calme terrifiant et distant. « Je ne sens rien, Rosalie, » dit Marie, et pendant un instant, le fantôme d'un sourire effleura ses lèvres, un sourire plus tragique que n'importe quel sanglot. « La douleur, elle ne peut plus me trouver. Ils ont tellement pris qu'il n'y a plus de place pour la piqûre d'un peigne ou la morsure du froid. Je suis déjà de l'autre côté. » Rosalie commença à sangloter, ses larmes tombant dans les cheveux blancs qu'elle tenait dans ses mains. Elle réalisa alors que les révolutionnaires avaient remporté une victoire creuse. Ils avaient en cherché à briser son esprit par la souffrance, mais ils l'avaient là poussée si loin dans l'abîme qu'elle était devenue intouchable. Alors que Rosalie continuait à peigner les mèches blanches restantes, le seul son dans la cellule était le grattement des dents de bois et le rugissement lointain et étouffé de la foule parisienne, inconsciente que la femme qu'elle avait l'intention de tuer était déjà morte, morceau par morceau dans le silence de la nuit. Le matin du 16 octobre 1593 arriva avec un ciel de la couleur de l'ardoise froide. Le brouillard de la Seine s'était épaissi, rampant à travers les barreaux de fer de la conciergerie comme un fantôme cherchant la chaleur. À l'intérieur de la prison, le rituel de la fin commença. Marie-Antoinette fut conduite dans une petite chambre où attendaient les assistants du bourreau. Ses cheveux, autrefois magnifiques, maintenant une couronne de douleur d'un blanc cassant, furent brutalement tondus jusqu'à la nuque. Ce n'était pas une coupe de cheveux, c'était une moisson de sa dignité restante, destinée à garantir que la lame de la guillotine ne rencontrerait aucune obstruction. Ses mains furent ligotées étroitement derrière son dos, la corde de chanvre grossière mordant sa peau translucide. Pour une femme qui avait vécu sa vie dans la douce étreinte de la soie, le frottement de la corde était une dernière insulte physique. Elle était vêtue d'une simple robe blanche, non pas le blanc d'une mariée, mais le blanc d'un agneau sacrificiel, déjà taché de la sueur de sa fièvre et de l'humidité de sa cellule. À l'extérieur de la forteresse, la procession de la honte attendait. Pour le roi Louis XVI, la République avait accordé la petite grâce d'un carrosse fermé, le protégeant des regards des vengeurs. Mais pour Marie-Antoinette, l'Autrichienne, les révolutionnaires exigeaient un spectacle. Dans la cour se trouvait un tombereau, une charrette en bois commune et ouverte utilisée pour transporter le fumier et les ordures. Henri Sanson, le fils du grand exécuteur et un homme qui accomplissait ses sombres devoirs avec une précision obsédante et silencieuse, saisit le coude de Marie pour la mener à la charrette. Il était plus jeune que son père, avec des yeux qui avaient vantassé vu trop de têtes tombées pour laisser place à la haine ou à la pitié. Il n'était que le pilote de ce dernier voyage chaotique. Alors que la charrette sortait en grinçant des portes de la prison et s'engageait sur les pavés de Paris, le son de la foule frappa Marie comme un coup physique. Les rues étaient une mer de dents déchiquetées et de bouches hurlantes. C'était l'humiliation publique, une tactique révolutionnaire calculée conçue pour dépouiller un prisonnier de son humanité avant même que la lame ne le touche. Il voulait soit la voir se briser, il voulait voir l'ancienne reine de France se cacher dans la saleté d'une charrette à ordures. Dans la foule se tenait Marianne, une poissonnière des marchés qui avait parcouru des kilomètres juste pour voir mourir la louve. « Machen die Hans für die Dochtet »
Voilà la louve. Elle tenait un chou pourri à la main, son visage déformé par une vie de faim et de ressentiment. Elle représentait les milliers de personnes qui avaient été conditionnées à croire que cette seule femme était la source de toute leur misère. « Regardez-la » hurla Marianne, lançant le chou. Il frappa le côté de la charrette, éclaboussant la robe blanche de Marie, de vase verte. « Où est votre gâteau maintenant, Madame Déficit ?» La charrette cahota et oscilla, les roues en bois gémissant sous le poids de la haine qui l'entourait. Des gens se penchaient des balcons pour lui cracher dessus. Ils brandissaient entier des effigies grotesques et hurlaient non des obscénités qu'aucun être humain ne devrait jamais avoir à entendre. Le bruit était un chant rythmique et écrasant de « mort à l'Autrichienne ». Rosalie suivit la charrette aussi loin que les gardes le permirent, son cœur se brisant à chaque pas. Elle regarda Marie assise sur la planche de bois rugueuse du tombereau. Les mains de la reine étaient attachées si fermement qu'elle ne pouvait même pas repousser la saleté qu'on lui jetait. Le point culminant du voyage survint lorsque la charrette passa devant l'église Saint-Roch. La foule se précipita, renversant presque le tombereau, leur voix atteignant un paroxysme de vitriol. Pendant un instant, il sembla que la foule la déchirerait membre par membre avant qu'elle ne puisse atteindre l'échafaud. Mais alors quelque chose changea. Marie-Antoinette, malgré ses cheveux blancs, sa robe déchirée et les cordes qui lui cisaillaient les poignets, prit une longue inspiration saccadée et redressa sa colonne vertébrale. Elle leva le menton, ses yeux creux, fixant droit devant elle dans le lointain, bien au-delà de la portée des visages hurlants. Son regard n'était pas celui du défi, mais d'un vide profond et glacial, un stoïcisme qui agissait comme un bouclier invisible. Elle resta assise aussi immobile que si elle était sur son trône à Versailles, sa dignité tranquille transformant la charrette à ordures en un char d'épines. Plus la foule hurlait, plus elle devenait silencieuse. Son refus de croiser leurs regards, son refus de pleurer et son refus de mendier la miséricorde créèrent un vide de pouvoir que la foule ne put combler. Marianne, l'emportant à la poissonnière, baissa la main, le deuxième déchet tombant à terre inutilisé. Il y avait quelque chose dans le regard fixe et vacant de la reine qui rendait les cris creux. Alors que la charrette tournait vers la place de la Révolution, où la silhouette de la guillotine attendait contre le ciel gris, Marie-Antoinette resta impassible. Elle n'était plus une victime de leurs insultes. Elle s'était retirée dans un endroit où leurs mots ne pouvaient plus la blesser. Le voyage sur la charrette ouverte, destiné à être son humiliation ultime, était devenu sa dernière et silencieuse victoire de l'esprit. Le tombereau s'arrêta brusquement au pied de l'échafaud sur la place de la Révolution. L'air y était plus épais, lourd de l'odeur de sueur humide et du relent cuivré du sang qui avait imprégné le bois de la plateforme au fil des mois d'utilisation incessante. Au-dessus de la mer de bonnets rouges de la Liberté se dressait le rasoir national, la guillotine, ses hauts montants de bois encadrant une lame qui captait la lumière terne et grise du midi d'octobre. Pour les révolutionnaires, cette machine était un triomphe de l'humanité des Lumières, une fin rapide et égalitaire qui remplaçait soi-disant les tortures agonisantes de l'Ancien Régime par un seul battement de cils mécanique. Mais tandis que Marie-Antoinette levait les yeux vers la structure imposante, elle n'y voyait que l'instrument final et froid de son effacement. Henri Sanson tendit la main pour l'aider à descendre de la charrette. Sa prise était ferme mais étrangement dépourvue de la malice qu'elle avait rencontrée chez les gardes de la prison. C'était un professionnel dans un monde d'amateurs, un homme dont la vie était régie par la sombre gravité du rite final. Sur la plateforme de bois se tenait son père, Charles-Henri Sanson, le grand exécuteur de Paris. Charles-Henri était un homme d'une stature immense et tragique. Ses cheveux étaient en blanc et ses yeux portaient la profondeur hantée de celui qui avait conduit des milliers de personnes, y compris un roi, dans l'au-delà. Il se tenait les mains derrière le dos, une sentinelle silencieuse de la volonté de la République. Alors que Marie-Antoinette montait la première marche de bois, son corps la trahit une fois de plus. L'hémorragie qui l'avait tourmenté à la conciergerie l'avait rendu étourdi, et la lourde robe blanche et grossière, imbibée de sa propre sueur, collait à sa silhouette tremblante. Elle trébucha. La foule, sentant sa faiblesse, éclata en un nouveau rugissement de moquerie. « L'Autrichienne tombe !» criait-il. « Elle ne peut même pas marcher jusqu'à ses propres noces avec la lame. » Mais elle ne tomba pas. D'une inspiration saccadée et indomptable, elle se redressa. Chaque pas en montant les escaliers était une victoire sur la déshumanisation systématique qu'elle avait subie pendant 76 jours. Elle dépassa les foules hurlantes, le souvenir de ses enfants volés et la douleur qui avait consumé ses nuits.
Elle marcha vers le centre de la plateforme où la planche recouverte de cuir, la bascule, l'attendait. Le soleil perça les nuages pendant une seconde fugace, illuminant la peau pâle et translucide de son visage et ses cheveux tondus et neigeux. Elle regarda la foule, ses yeux creux, distants et calmes. À ce moment-là, elle n'était plus une prisonnière, ni une veuve, ni une victime. Elle était un être humain réclamant l'espace où résidait son âme. Alors qu'elle se dirigeait vers le bourreau pour prendre sa position, la plateforme était glissante à cause de la brume et du sang de ceux qui l'avaient précédée. Dans son état de faiblesse, son pied glissa et elle marcha accidentellement, lourdement, sur le pied de Charles-Henri Sanson. Le bourreau tressaillit, un petit mouvement involontaire de surprise. La foule haleta, s'attendant à un dernier éclat d'arrogance royale ou à un cri de terreur. Ils attendaient qu'elle suppliante, qu'elle maudisse ou qu'elle s'effondre. Au lieu de cela, Marie-Antoinette tourna légèrement la tête vers l'homme qui allait lui ôter la vie. Sa voix, bien que mince et usée comme de la soie citée effilochée, était claire et ferme. Elle portait la résonance polie et argentée des salons de Versailles, un son qui donnait l'impression de venir d'un âge révolu d'élégance et de gentillesse. « Pardonnez-moi, monsieur », murmura-t-elle, ses yeux rencontrant les siens avec une sincérité douce et déchirante. « Je ne l'ai pas fait exprès. » Les mots ondulèrent sur la plateforme. Dans un monde qui l'avait dépouillée de son intimité, de sa santé et de sa famille, elle avait puisé au fond de son être et en avait tiré la seule chose qu'il ne pouvait pas toucher, sa civilité. Ce n'était pas la politesse d'une reine à un sujet, c'était la gentillesse d'une âme humaine à une autre au seuil de l'éternité. Charles-Henri Sanson se figea. Pour un homme qui avait tout vu, ce petit acte de grâce poignant fut plus déstabilisant qu'aucun cri. Il inclina la tête presque imperceptiblement, un dernier salut silencieux à une femme qui était restée une personne même lorsque le monde la traitait comme un objet. La lame tomba à midi précis. Dans sa miséricorde rapide et froide, elle mit fin à une vie qui avait été détruite, pièce par pièce bien avant. Alors que la foule rugissait et que le sang tachait la sciure, les échos de ces derniers mots flottèrent dans l'air, une preuve finale et silencieuse que même face à une cruauté systématique, la lumière de la dignité humaine ne peut être entièrement éteinte. La guillotine avait depuis longtemps rouillé dans le silence, et le sang qui avait autrefois taché la place de la Révolution avait été lavé par des décennies de pluie et la marche indifférente du temps. Paris était passé à autre chose, enterrant ses fantômes sous les pavés d'un nouvel empire. Mais pour Rosalie Lamorlière, les murs humides de la cellule 12 ne s'estompaient à se jamais vraiment. Elle n'était plus la jeune fille tremblante aux mains tachées de lessive. Elle était maintenant une femme âgée, vivant dans une petite pièce ensoleillée emplie du parfum de lavande et de vieux papiers. Ses cheveux étaient devenus du même blanc neigeux qu'elles avaient autrefois peigné dans l'obscurité. Mais son esprit restait une archive vive et douloureuse des 76 jours que l'histoire avait essayé de sanitiser. Pendant plus de 2 siècles, le récit officiel de la Révolution avait été écrit par les vainqueurs. Il parlait de justice, de liberté et de la fin nécessaire d'un tyran. Ils avaient scellé les archives de la conciergerie, jugeant les détails intimes de la captivité de Marie-Antoinette trop honteux, trop cruel et trop révélateur de la propre barbarie de la République pour être jamais rendu public. Le monde se souvenait d'une caricature, d'un symbole de cupidité ou d'une martyre stoïque. Il ne se souvenait mais pas de la femme qui saignait dans l'obscurité ou de la mère dont le cœur avait été utilisé comme arme contre elle. Rosalie était assise à son bureau en bois, ses doigts traçant le bord d'une liasse de pages cassantes et jaunies. C'étaient ses mémoires secrètes, les journaux chuchotés d'un témoin qui avait vu la destruction systématique d'une âme humaine. À côté d'elle se tenait Monsieur de Robiens, un jeune historien idéaliste avec des lunettes posées sur le nez et un respect pour la vérité qui l'emportait sur sa peur du passé. Il faisait partie d'une nouvelle génération, une génération qui cherchait à regarder dans l'ombre et à amplifier les voix des oubliés. « Le monde est-il prêt, Rosalie ?» demanda-t-il doucement, sa main planant au-dessus du manuscrit. Rosalie regarda par la fenêtre les rues paisibles d'une France transformée. « Le monde n'est jamais prêt pour la vérité, monsieur, mais la vérité s'en moque, elle attend juste que quelqu'un la dise. » L'intrigue secondaire des « archives supprimées » commença à se dérouler. Alors que de Robiens commençait à croiser les récits de Rosalie avec les lettres fragiles des gardes et les rapports glaçants du directeur, une image terrifiante émergea.
Ils découvrirent son ensemble la violence sexualisée, systématique, déguisée en devoir, le refus calculé de soins médicaux et l'effacement délibéré de l'intimité. Il devint clair que l'exécution de Marie-Antoinette n'était pas un moment unique à midi le 16 octobre. C'étaient 1000 petites morts infligées chaque heure par des hommes qui croyaient, comme Sébastian, que pour tuer un symbole, il fallait d'abord détruire la femme. La nouvelle de la publication des mémoires provoqua une onde de choc au cœur intellectuel de l'Europe. Les archives du pouvoir furent finalement contraintes de s'ouvrir. Les gens lurent la politesse jusqu'au bout et le dernier acte d'humanité dans un monde qui l'avait dépouillé de tout vestige de celle-ci. Les caricatures grotesques furent remplacées par l'image d'une mère mourante, faisant appel au cœur d'autres mères. Le point culminant de cette justice longtemps retardée eut lieu un après-midi tranquille à la conciergerie, désormais un musée de pierre et de mémoire. Un groupe de visiteurs se tenait devant la cellule 12 reconstituée. Parmi eux se trouvait une jeune mère, tenant la main de son fils. Elle lut la plaque qui contenait désormais la réalité sans phare de ce qui s'était passé entre ces murs. L'exposition forcée, la torture psychologique et la résilience silencieuse de la prisonnière. À ce moment-là, le symbole Timarsarpol disparut. Le autrichienne disparut. Le monstre des Tross disparut. Un silence profond s'abattit sur la pièce, tout comme le silence qui avait autrefois saisi la salle d'audience lorsque Marie avait fait appel au maire de France. Pour la première fois, le monde comprit vraiment. Ils virent le corps brisé méticuleusement préparé pour la lame, mais ils virent aussi l'esprit qui était en resté inflexible. Marie-Antoinette n'était plus un outil politique. Elle était un être humain à qui l'on avait finalement accordé la seule chose que la Révolution avait tenté de lui refuser, le droit d'être rappelée avec vérité. Rosalie, entendant les récits des cœurs changeants des gens, ferma les yeux et prit une longue et paisible inspiration. Les pierres sautrantes se souviennent encore, mais maintenant les vivants aussi. L'antichambre de la mort n'était plus un lieu d'effacement, mais un monument à l'endurance de l'âme humaine. La mort avait été son salut sinistre, mais la vérité fut sa libération ultime. Alors que le soleil se couchait sur la Seine, projetant de longs doigts dorés sur les tours de la conciergerie, les ombres semblèrent un peu moins lourdes. Les fils plus sombres de l'histoire ont été mis en lumière, et dans cette lumière, les victimes oubliées trouvèrent enfin leur paix. L'histoire des derniers jours de Marie-Antoinette nous laisse une profonde leçon qui résonne bien au-delà des murs de pierre du XVIIIe siècle. Dans notre monde moderne, où le jugement est rapide et l'empathie souvent rare, nous devons nous rappeler que la ligne entre la recherche de la justice et la pratique de la vengeance est dangereusement mince. La plus grande cruauté ne fut pas la lame de la guillotine, mais la manière systématique dont la dignité d'un être humain fut dépouillée avant même que sa vie ne s'achève. Dans nos vies quotidiennes, il est facile d'étiqueter, de juger ou d'ignorer la souffrance d'autrui en raison de son statut ou des récits qui les concernent. Mais chaque personne est une âme vivante avec des blessures sacrées et des espoirs silencieux. Protéger la dignité d'un autre, surtout ceux que le monde nous dit de haïr, est la façon ultime de préserver notre propre humanité. Ne laissez pas ces vérités cachées retourner dans les archives des oubliés. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous croyez que la vérité mérite d'être racontée, aidez-nous à éclairer le chemin. Aimez cette vidéo si vous croyez en la sacralité de la dignité humaine. Partagez cette histoire afin que les victimes de l'histoire ne soient plus réduites au silence. Commentez ci-dessous avec vos réflexions sur la résilience de Marie-Antoinette. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour nous rejoindre dans la découverte des sombres vérités que l'histoire a tenté d'enterrer. Que la paix et la force soient toujours avec vous. Dans les tempêtes de votre propre vie, puissiez-vous garder un cœur bon et un esprit résilient, tout comme la lumière qui refusa de s'éteindre dans l'obscurité de la cellule 12. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches, vous protégeant de l'injustice et remplissant votre chemin de compassion. Si vous croyez en un monde où la miséricorde triomphe de la cruauté, veuillez écrire « Amen » dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, les pierres se souviennent peut-être, mais maintenant, vous aussi.